Madame, Messieurs les modérateurs, chers collègues, j'ai en effet le plaisir de vous présenter un sujet qui, comme on dit, m'anime depuis une petite trentaine d'années. Donc, je n'ai pas de lien direct d'intérêt sur ce sujet. Juste pour se mettre dans le contexte, c'est quoi les traumatismes graves de l'enfant? C'est une petite proportion, vous voyez, en gros, selon les séries, 10 à 14% de l'ensemble de la traumatologie. Donc en valeur relative, c'est peu, mais en valeur absolue, c'est important. Ça reste dans les pays industrialisés comme le nôtre la première cause de mortalité des plus de 1 an. Les particularités, c'est encore, peut-être pour un certain temps, essentiellement de la traumatologie fermée, une place prépondérante, plus de 80% de trauma crânien en traumatologie civile en tout cas, du fait de particularités anatomo-physiologiques de l'enfant, avec une grande part des décès, quasiment la moitié, directement liés au trauma crânien. Mais les choses peuvent changer, malheureusement. Vous l'avez sûrement en tête dans les mémoires, le 14 juillet à Nice, premier afflux massif de victimes pédiatriques. Ça, c'était 2016. 2017, un attentat à la bombe dans un spectacle, un concert. 250 blessés, dont des adolescents. Puis à Annecy, encore plus récemment, 4 enfants blessés par attaque au couteau. Donc, on va peut-être prochainement être de plus en plus confrontés à de la traumatologie ouverte. Il faut s'y préparer. Alors, s'y préparer, c'est donc avoir en tête des concepts de prise en charge classiques. C'est le fameux A, B, C, D, etc. A, avec un petit C à côté, parce qu'en traumatologie, quand vous pensez airway, il faut tout de suite penser à la possibilité d'une atteinte du rachis cervical. J'y reviendrai pas, mais il faut le garder à l'esprit. Le B pour la respiration, la ventilation, le C pour circulation, et le disability, c'est le neuro. Donc, quand on est déjà à la phase initiale, qu'on a en tête ces principes, on est déjà dans le traitement des fameuses axos. On ne reviendra pas dessus, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, c'est très important parce que ça fait des années qu'on en parle et ça continue d'exister, vous le verrez un peu plus tard. C'est quoi les axos? C'est l'hypotension artérielle, c'est l'hypoxie, l'hypercapnie. Bref, tout ce qui est hypo ou hyper, c'est pas bon. Il faut tout faire pour maintenir l'homéostasie. Mais clairement, les deux principales, c'est hypotension, hypoxie. Alors, on va dérouler un petit peu la prise en charge en commençant par AB, détresse respiratoire. C'est lié à quoi? Ça peut être un trauma thoracique, un état de choc, une détresse neurologique, une dilatation gastrique. Je vous ai mis ici un gros estomac d'un enfant. Alors, à lui tout seul, ça ne peut pas créer une détresse respiratoire, mais ça peut facilement l'aggraver parce que le diaphragme, il peut avoir du mal à bouger. Dans un travail qu'on avait fait, ici, c'est la thèse ici, et puis des travaux publiés dans la littérature que j'ai colligés pour vous montrer quelles sont les principales lésions thoraciques qu'on peut observer. Chez l'enfant, il y a beaucoup de contusions pulmonaires, des épanchements, qu'ils soient gazeux ou liquidiens, et plus rarement des fractures, que ce soit des fractures de côte ou du sternum. Et puis, le trauma thoracique, c'est retrouvé en gros dans un quart. On parle de polytrauma. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est quoi la définition d'un polytrauma? C'est un enfant, là, en l'occurrence, traumatisé, qui présente au moins 2 lésions, dont au moins une met en jeu le pronostic vital. Et vous voyez, c'est un quart de ces enfants qui ont des atteintes thoraciques, fréquemment associées des lésions extra-thoraciques, et en particulier le trauma crânien. Ces traumatismes, ça les conduit, ces lésions thoraciques, fréquemment 2/3 des cas vont avoir un séjour en soins critiques, mais par contre, il y a peu d'interventions chirurgicales dans ce contexte. Et puis souvent, il y a une intrication des associations lésionnelles. Et vous voyez ici l'association contusion et épanchement, qui soit contusion, épanchement gazeux, contusion, épanchement sanglant, l'hémothorax, ou les trois en même temps, c'est fréquent. Alors les objectifs de prise en charge, il y a longtemps qu'ils ont été définis dans la littérature et ils peuvent être présentés de façon simple. On va corriger l'hypoxie, on va éviter l'hypercapnie, l'inhalation, bref, on va intuber tous les enfants qui sont dans le coma, c'est-à-dire qui ont un score de Glasgow inférieur ou égal à 8. Dans le cadre d'une induction en séquence rapide, je ne vais pas revenir dessus, on en reparlera si vous le voulez. Et puis on va surveiller quand le patient est bien oxygéné, bien ventilé à travers au minimum le TCO2. Puis dès qu'on a la possibilité, on peut faire des gaz du sang itératifs. On passe ensuite à la détresse circulatoire. Donc la principale cause, c'est sûrement le choc hémorragique, même si on peut avoir de façon plus rare. Choc obstructif, on a parlé de pneumothorax, on peut imaginer la tamponnade. Choc cardiogénique par atteinte directe, contusion myocardique, très rare chez l'enfant, j'en ai cherché longtemps et c'est quand même assez rare. Ou un choc distributif, c'est pas de chance.
vous administrez un antibiotique, il fait une réaction anaphylactique, il a un choc spinal. Voilà. Mais je reviens 2 secondes sur le choc hémorragique pour vous dire que chez un petit nourrisson, ça, c'est-à-dire un hématome extradural, ça peut suffire à le mettre dans la condition d'un état de choc hémorragique. Donc il faut penser que ça peut se passer dans la tête si vous avez un thorax qui se soulève, qui est symétrique à l'auscultation, un abdomen souple, hein, il peut avoir ça, le petit nourrisson. Alors, je voudrais un petit peu développer les aspects de choc hémorragique. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites récemment, publiées, et donc pour vous rappeler. Alors, on a fait une thèse il y a quelques temps, et c'est pas si fréquent que ça, malgré tout, hein, mais quand même pas loin de 4 à 5% des enfants qu'on a reçus étaient en choc hémorragique. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a une mortalité élevée, essentiellement précoce, dans notre série. Dans la série à Nice, les décès étaient essentiellement liés à choc hémorragique. Dans un papier qui est une étude observationnelle qui comportait des chocs hémorragiques de toutes causes, eh bien, les traumatismes étaient finalement responsables de la moitié quasiment des chocs hémorragiques, avec une mortalité à J28 élevée, 36%. Et de nouveau, cette mortalité, elle était précoce. Ce qui veut dire que si on veut éviter, hein, ça fait partie des causes potentiellement évitables, il faut agir précocement. Et là, spécifiquement, dans ce papier de synthèse que je vous représenterai, hein, conférence de consensus sur la prise en charge du choc hémorragique traumatique, la mortalité à J30, on compare les adultes et les enfants, elle est quasiment le double de celle des adultes. Donc vraiment un point important sur lequel il va falloir qu'on travaille. Alors on a longtemps parlé de la coagulopathie, on a parlé de la triade létale. La triade létale, ça associe hypothermie, acidose et donc coagulopathie. Et puis plus récemment, on a parlé du diamant létal en ajoutant l'hypocalcémie. Finalement, l'hypocalcémie, ça ne semble pas si fréquent que ça dans ce contexte. En pédiatrie, en tout cas, il y a peu de données. Quoi qu'il en soit, la coagulopathie, ça existe chez l'enfant traumatisé et ça réduit la survie, vous voyez, de l'ordre de 20%. Parmi les éléments qui vont induire, il y a l'hypothermie. Et vous voyez ici une étude qui a montré finalement une relation entre la gravité, la profondeur de l'hypothermie et le taux de mortalité. Plus les enfants sont hypothermes, plus ils risquent de décéder. Et un autre travail ici, où les auteurs s'intéressent au lactate, donc un reflet de l'acidose, et également à la présence de coagulopathie. Dans ce papier, il y a une relation. Hein, voilà, les malades qui ont l'acidose lactique, les malades qui sont avec une coagulopathie meurent plus que les autres. Alors, évidemment, quand on a fait ce constat, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est amener certains à modifier les algorithmes de prise en charge. Le ABCD de la TLS, là, de l'Advanced Trauma Life Support, est passé au TCCC. C'est quoi? Ce sont des notions qui nous viennent de nos collègues médecins militaires, parce qu'en effet, ils sont plus volontiers, heureusement pour nous, confrontés à ce genre de prise en charge. Et qu'est-ce que ça change? On est passé de l'ABCD au MARCH. MARCH, ça veut dire quoi? C'est en première ligne, c'est le traitement de l'hémorragie massive. Et ensuite, on refait ABCD. Et donc, il y a un papier de synthèse dans le New England Journal of Medicine. Je veux dire, un bon papier, c'est un truisme de dire que dans le New England, c'est des bons papiers. En tout cas, il est très bien fait. Je vous encourage à le lire. Et finalement, il nous explique un petit peu comment on fait cette prise en charge de type Damage Control Resuscitation. On va contrôler le saignement, j'en dirai un mot. On va prévenir l'hypothermie. On va traiter l'oxygénation. Ces deux aspects-là, je ne reviens pas dessus. Et on vient de parler juste précédemment de la ventilation, de l'intubation, etc. La stabilisation hémodynamique, je reparlerai. La place des agents hémostatiques et une place assez large pour les protocoles de transfusion massive, sans oublier, évidemment, quand c'est nécessaire, le damage control surgery, que l'on peut transformer éventuellement en damage control radiologie, même si c'est particulièrement difficile. Il n'y a pas énormément de radiologues qui sont capables d'emboliser des enfants en urgence en France. En tout cas, si je déroule les points que je voulais vous présenter, le contrôle du saignement, la place des garrots, vous voyez que dans la conférence de consensus dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est recommandée. Hein, chez l'enfant traumatisé grave qui a évidemment une lésion accessible à un garrot, bien sûr, on ne met pas au niveau du cou, eh bien, on encourage les gens qui ont quand même un entraînement, et donc c'est-à-dire qu'il faut savoir comment s'en servir un minimum. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, je vous l'avoue, et j'imagine que vous avez déjà eu l'habitude de manipuler ce genre de choses. Dans ce papier de synthèse sur le pédiatrique damage control, les auteurs rappellent les 3 grandes phases du damage control pédiatrique. Il faut que l'intervention soit courte. Alors, ils avaient mis moins d'1 heure. C'est parfois difficile de faire tout ça, l'hémostase, la copostase, l'aérostase, la fermeture temporaire. Bon.
La stabilisation en réanimation, le temps de traiter la coagulopathie, et puis revenir dans un second temps pour le second look, le traitement définitif, à 24-48 heures, lorsqu'on a réussi à stabiliser correctement le patient. Et puis il mettait en exergue les principaux pièges, les dérives. Et qu'est-ce que c'était? D'abord, des durées d'intervention inutilement prolongées. Il faut savoir dire aux chirurgiens, écoute, là, nous, on a du mal de notre côté, il faut vraiment que tu abrèges. Échec de priorisation, justement, des gestes chirurgicaux. Évidemment, en premier, quand ça saigne, c'est l'hémostase. Échec ou retard d'activation du protocole de transfusion sanguine, ça, c'est de notre côté. De même qu'on peut envisager que c'est à nous d'essayer de mieux gérer la prévention, le traitement de l'hypothermie. Autre aspect, la stabilisation hémodynamique, ben évidemment, ça commence par les abords vasculaires. Et évidemment, un petit nourrisson un peu floride en état de choc, c'est pas toujours facile à perfuser. Alors, classiquement, dans les recos, si vous voulez tenter d'avoir un abord veineux périphérique, il faut y arriver en moins d'1 minute. Autant vous dire que ça va très très vite, 1 minute. Et peut-être que dans ces situations un peu complexes, il faut aller directement à l'intra-osseuse. Remplissage vasculaire, les cristalloïdes isotoniques, en limitant l'hémodilution. Je vais y revenir, il y a de plus en plus de papiers intéressants là-dessus. Puis pour vous aider, pour stabiliser le patient, pour respecter des objectifs de pression artérielle, le recours aux catécholamines comme la noradrénaline. Dans toujours cette fameuse conférence de consensus, les auteurs insistent sur un point qui fait partie du damage control chez l'adulte, c'est l'hypotension permissive. Chez l'enfant, c'est interdit. On n'en fait pas. D'abord parce que le trauma crânien, c'est important de maintenir la pression artérielle. Et deuxièmement, parce que c'est difficile à faire. Et donc, pas question de faire de l'hypotension permissive en pédiatrie. Il faut déjà essayer de maintenir la pression artérielle. Alors, j'ai mis beaucoup de chiffres. Vous avez eu, je pense, certains d'entre vous ont assisté à la présentation de la RFE sur l'optimisation hémodynamique. En tout cas, on peut émettre des petites différences selon qu'il y a un trauma crânien ou qu'il n'y en a pas. Il faut être plus exigeant et rechercher une pression plus élevée quand il y a un trauma crânien, alors que quand il n'y en a pas, on peut tolérer, entre guillemets, une pression artérielle plus basse. Là, j'ai mis des petites équations pour avoir des valeurs repères en tête. Soit, dans beaucoup de papiers de la littérature, les gens se fixent sur la pression artérielle systolique. Moi, à mon sens, c'est plus intéressant de raisonner avec la PAM pour au moins 2 raisons. C'est ce qui rentre dans le calcul de la pression de perfusion cérébrale, la pression artérielle moyenne, et c'est ce qui est le plus souvent mesuré par vos manomètres, méthode oscillométrique. Donc, voilà, je vous encourage à vous intéresser plus à la PAM, et donc, plus de la maintenir au-delà de 50, plus 1,5 fois l'âge s'il a plus d'1 an, et vous voyez au moins 45 chez le moins d'1 an. Limiter l'hémodilution, ça veut dire limiter le remplissage. Pourquoi ? Parce que plus vous allez remplir, plus vous allez hémodiluer, plus vous allez devoir recourir à la transfusion sanguine. Cette étude l'a très bien montré. Plus vous augmentez le nombre de bolus de cristalloïdes, et plus la proportion de patients transfusés augmente. Deuxièmement, chez l'enfant traumatisé crânien gras, cette étude a montré que dès lors que vous allez administrer plus d'1 bolus de remplissage par des cristalloïdes, quand on parle de bolus, en général, dans la littérature, c'est entre 10 et 20 millilitres par kilo. Eh bien, qu'est-ce que ça va induire ? C'est associé à une augmentation des besoins de recourir à l'hospitalisation en réa, des durées de séjour en réa et à l'hôpital qui s'allongent, des complications hospitalières qui augmentent. De nouveau, la recommandation, je vous la représente. Qu'est-ce qu'elle dit ? Chez l'enfant traumatisé grave en choc hémorragique, on suggère de prioriser l'administration des produits sanguins labiles et de réduire, en gros, les cristalloïdes. Alors, il y a une étude intéressante, qui est une étude observationnelle sur un gros collectif quand même, plus de 5000 enfants, qui ont justement eu une réduction des apports de cristalloïdes au fil du temps. Vous voyez que les auteurs commencent leur analyse en gros au début des années 2000 pour aller jusqu'à 2017. Et on regarde ce qui se passe en termes de perfusion. Alors, PH est préhospitalier, ER Emergency Room, c'est à l'accueil aux urgences à l'hôpital. Et vont progressivement diminuer quasiment par 2 les solutés administrées en préhospitalier et à l'arrivée à l'hôpital. Ceci va se faire sans retentissement hémodynamique, il n'y a pas de chute de pression artérielle, on maintient mieux les niveaux d'hémoglobine, l'INR, donc un reflet de la coagulation, et il n'y a pas d'acidose. Et puis le bénéfice final, il est là, dans ce travail, tout ceci, donc la réduction de l'hémodilution par les cristalloïdes, l'apport plus précoce de la transfusion s'associe à une réduction de la mortalité. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas remplir les malades, je dis juste limiter autant que possible l'hémodilution, admet le plus précocement possible des produits sanguins labiles.
L'acide tranexamique. Alors malheureusement, on n'a pas en pédiatrie des études aussi belles que les études CRASH 2, CRASH 3, qui ont clairement montré le bénéfice chez les patients traumatisés graves, y compris traumatisés crâniens graves, quand on apporte précocement dans les 3 heures de l'acide tranexamique. Il y a une étude pédiatrique, PEDTRAX, méthodologiquement pas très solide, mais qui va dans le bon sens. Une autre étude qui n'est pas uniquement dans le contexte de la traumatologie, qui vous montre un bénéfice en termes de mortalité lorsqu'on amène au sens large des antifibrinolytiques, il n'y avait pas que l'acide tranexamique. Et de nouveau, cette fameuse conférence de consensus, là que je vous montre à chaque fois, qui vous dit, chez l'enfant traumatisé grave en choc hémorragique, l'administration empirique d'acide tranexamique dans les 3 heures, je ne suis pas sûr qu'il faille se limiter à 3 heures. S'il arrive au bout de 4 heures, bon, j'aurais tendance à en mettre aussi. En tout cas, on peut considérer l'administration de l'acide tranexamique, et nous, on le fait de plus en plus systématiquement. Stratégie transfusionnelle. De nombreux papiers, j'ai fait une sélection, vous montrent l'intérêt des ratios proches de 1/1, que ce soit le ratio culot-PFC ou ratio plaquette, pour réduire la mortalité des patients. Ici, c'est le ratio PFC globule rouge, ici le ratio PFC plaquette. Une autre étude qui va exactement dans le même sens, donc de plus en plus de papiers. Ce n'est pas forcément des études de haut grade, ce n'est pas des études randomisées, néanmoins, elles vont toutes dans le même sens. Et donc, si je reprends un peu en synthèse le papier de conférence de consensus, là, alors je ne vais pas dire c'est les 10 commandements, mais finalement, quand même, c'est assez bien résumé. Privilégier, ce que j'ai dit, les produits sanguins labiles par rapport aux cristalloïdes. Une réanimation initiale empirique avec des protocoles de transfusion massive. Ça veut dire que vous devez anticiper, travailler avec vos EFS pour préparer des protocoles, définir comment sont constitués les packs qu'on va vous envoyer à votre demande. Des ratios, je viens de le dire, proches de 1/1. L'acide tranexamique empirique. Par contre, sur le fibrinogène, il déconseille un apport systématique et recommande de l'administrer que quand le fibrinogène a chuté en dessous de 1,5 g par litre. L'objectif de réanimation pour optimiser la perfusion et l'oxygénation des organes cibles. Un objectif d'optimiser l'hémostage et de corriger la coagulopathie. Ils encouragent à se munir de moyens de surveillance viscoélastique, c'est-à-dire thromboélastométrie, thromboélastographie. Utilisation des garrots du commerce, on a parlé des garrots, puis on déconseille de nouveau la stratégie d'hypotension permissive. Alors juste une autre étude pour vous alerter. Quand je dis qu'il faut limiter l'hémodilution, c'est vraiment important. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs vont utiliser des ratios des ratios culoglobulaires PFC proches de 1/1. Sauf que ce qu'ils observent, c'est si vous dépassez un volume de remplissage par cristalloïde de 40 ml par kilo, vous annulez le bénéfice de ces ratios 1/1. Donc attention. Donc si on résume la stratégie transfusionnelle, des protocoles de transfusion massive mis en œuvre avec le FS, ça améliore la survie. Activer probablement très précocement, en tout cas, dès que vous avez dépassé 40 ml kg de remplissage, rappelez-vous, c'est la moitié de la volémie d'un nourrisson. Des packs de PSL, je ne reviens pas sur les ratios. Le fibrinogène, ça s'administre si il fait un fibrinogène inférieur à 1,5. Du chlorure de calcium si la calcémie ionisée est inférieure à 0,9 ou au-delà d'une transfusion massive. Et l'acide tranexamique, nous, ce qu'on retient, plus de 10 ans, en gros, c'est le protocole adulte. Moins de 10 ans, pour simplifier, c'est 10 mg kg 10 minutes. Et 10 mg kg/h, ça fait 10, 10, 10. C'est facile à se rappeler. Dernière grande détresse, la détresse neurologique, qui s'évalue en dernier parce qu'une détresse circulatoire et ou une détresse respiratoires peuvent à elles seules engendrer une détresse neurologique. Alors, il y a le score de Glasgow, il existe un Glasgow pédiatrique, les pupilles, le déficit, le Doppler transcrânien, très facile à utiliser au lit du malade, avec des valeurs seuil probablement de cette nature. Il y a plusieurs papiers qui montrent que une vélocité diastolique inférieure à 25 cm par seconde et surtout un index de pulsatilité supérieur à 1,3, c'est associé avec une réduction de la perfusion cérébrale, probablement liée à une élévation de la pression intracrânienne ou à une baisse de la pression artérielle. Le scanner, j'insiste pas, la lutte contre les axos et le maintien d'une PPC optimale pour l'âge. Je vous ai parlé en préambule, rappelez-vous, des axos. Eh bien, en fait, ça continue d'exister alors que ça fait des années qu'on insiste dessus. Et en fait, là, ici, c'est la prévalence des axos au bloc opératoire en fonction de la chirurgie. Donc les axos, ici, c'est l'hypotension, l'hypertension intracrânienne, l'hypocapnie, je ne vais pas aller au-delà. Et vous voyez que selon les chirurgies, la prévalence est variable. Par exemple, la chirurgie thoraco-abdominale, forte prévalence d'aggravation de l'hypertension intracrânienne,
alors que, par exemple, la chirurgie orthopédique, c'est équivalent à la chirurgie thoraco-abdominale en termes d'hypotension systémique. Les axos, ça continue d'aggraver le pronostic. Une étude relativement récente, 2020. Ce que vous voyez en bleu plus foncé, eh bien, c'est les mauvais pronostics. Et vous voyez que dès lors qu'il y a de l'hypoxie, de l'hypotension, la proportion de mauvais pronostics grimpe de façon très importante. On dépasse les 50% de mauvais pronostics. Donc, comment on la prend en charge? Idéalement, si on a déjà une mesure de la pression intracrânienne, ce qui est rare à la phase initiale, on va optimiser la pression de perfusion cérébrale. Comment? Des mesures générales. Il faut que le malade soit analgésié, sédaté correctement. On maintient la tête en rectitude, on évite les compressions jugulaires, on lutte contre les axos. On met en place, si on peut, un neuromonitorage avancé. Normovolémie, vasopresseur, j'en ai dit un mot. Et puis des mesures un peu plus spécifiques pour traiter l'hypertension intracrânienne, je ne développerai pas. L'osmothérapie, désormais le sérum salé hypertonique est au premier plan. La ventilation qui recherche la normoxie, la normocapnie en première intention. Le contrôle ciblé de la température, pas d'hypothermie. Et puis la chirurgie peut nous aider à travers des dérivations du liquide céphalorachidien, voire des craniectomies. Les barbituriques sont de plus en plus en dernière ligne, à titre parfois compassionnel. Puis simplement, dans les recours, les RFE sur la prise en charge du traumatisé crânien grave à la phase initiale, on avait rappelé que chez l'enfant, du fait des variations physiologiques de pression artérielle, il fallait sûrement envisager des seuils de PPC, de pression de perfusion cérébrale variable. Vous voyez, au moins 40 entre 0 et 5 ans, 50 entre 5 et 11 ans, et entre 50 et 60 au-delà. Dans la fameuse reco dont je vous parle beaucoup sur la prise en charge du choc hémorragique chez l'enfant, ils font un petit encart spécifique sur l'enfant traumatisé crânien, et pour la première fois, on va proposer un seuil. Mais ce seuil est variable pour débuter la transfusion sanguine. C'est un seuil entre 7 et 10. Pendant longtemps, moi, j'étais resté sur on transfuse quand on descend en dessous de 10 grammes par litre, sur un patient stabilisé qui n'a pas de saignement actif. Maintenant, eh bien, la réflexion elle peut peut-être permettre de descendre un petit peu plus bas et de réfléchir non plus à un seuil de 10, mais peut-être 9, 8. La réflexion est lancée. Un mot sur l'orientation des enfants traumatisés. Le niveau 1, les EU, c'est-à-dire les urgences extrêmes ou les UA1, hypotension persistante sur un choc hémorragique, hypertension intracrânienne, c'est le trauma center. Le niveau 2, le précaire stabilisé ou l'enfant qui a un trauma crânien sans hypertension intracrânienne, soit vous êtes à proximité ou c'est le réseau qui fonctionne comme ça, c'est le trauma center. Sans ça, au minimum, un contact téléphonique pour savoir vers où vous orienter. Puis le niveau 3, c'est l'UR, l'urgence relative, le patient stable, c'est les urgences du secteur. Dans la RFE dont je viens de parler à l'instant, on avait dit, chez l'enfant traumatisé crânien grave, il faut qu'il aille dans un trauma center pédiatrique. Et s'il n'y en a pas, un trauma center adulte avec des compétences pédiatriques, c'est-à-dire vous. Pourquoi il faut aller dans un trauma center? Vous voyez, une méta-analyse relativement récente qui a regroupé toutes les études publiées, il y en a pas mal finalement, qui montrent un bénéfice en termes de mortalité quand les enfants sont pris en charge dans des trauma centers, idéalement pédiatriques, comme je viens de le dire. Simplement, les auteurs notaient qu'il existait probablement un seuil d'âge au-delà duquel le transfert vers le trauma center pédiatrique est peut-être pas bénéfique, n'était peut-être pas indispensable. Mais par contre, on n'est pas capable de déterminer le seuil. Deuxièmement, c'est associé la prise en charge dans un trauma center pédiatrique à des meilleurs résultats en cas de trauma crânien ou de trauma pénétrant. Et il n'y a pas de preuve suffisante pour l'étendre à d'autres types de lésions, par exemple un trauma abdominal isolé. Conclusion, comparativement au trauma center adulte, les trauma centers pédiatriques sont associés à moins de mortalité, moins de recours au scanner, réduction de la chirurgie en cas de trauma des organes solides, mais le niveau global de preuve est relativement faible. Pour vous aider à orienter, il y a des petits outils qui sont intéressants. Le Pediatric Trauma Score vient d'être remis à l'ordre du jour à travers cette étude. Alors, je vous ai représenté ici qu'est-ce que c'était le Pediatric Trauma Score. Je n'ai pas le temps de le décrire. Vous aurez accès aux diapos. Il y a un exemple qui vous est donné sur la façon de le calculer. Mais c'est un outil intéressant car il est purement clinique. Un autre outil intéressant est ressorti à travers une étude qu'on a publiée récemment dans l'EJA, là, sur un collectif d'enfants traumatisés graves avec des traumas abdominaux. Et on a passé à la moulinette, si je puis dire, tous les scores qu'on a l'habitude d'utiliser en traumato. Et je vais insister sur deux. Je ne reviens pas sur le Pediatric Trauma Score, le PTS, mais sur le CIPA.
SIPA, c'est un score exclusivement clinique, c'est le choc index pédiatrique ajusté à l'âge. Il existe chez l'adulte, vous connaissez probablement, hein, c'est le rapport fréquence cardiaque sur pression artérielle systolique. Mais chez l'enfant, il faut l'adapter vu les variations physiologiques de fréquence cardiaque et de PAS. Et donc les seuils sont ici. Vous voyez que les aires sous la courbe sont assez bonnes pour déterminer le pronostic. Donc très clinique, très simple, qui peut aider. Je ne dis pas que ça fait tout, ça peut aider. Les protocoles améliorent la survie. Je vous encourage à avoir des protocoles faits et partagés. Il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là, je ne les commande pas. Sachez que on vous propose, hein, évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. On les a mis à jour récemment dans l'EMC en 2023 pour l'enfant traumatisé grave et en 2024 pour le trauma crânien. C'est juste des aides, mais en tout cas, ça peut servir de base à votre réflexion si vous le souhaitez. Avant de conclure, quelques mots de stratégie au déchocage. Une étape dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est finalement le lien avec les équipes du SAMU, savoir ce qui s'est passé sur les lieux, comment il a été pris en charge, comment ça a évolué. On a confiance, mais la confiance n'excluant pas le contrôle, on vérifie tout, parce que ça peut se déplacer, les perfusions peuvent se déplacer, les sondes d'intubation aussi. On fait rapidement une FAST et puis un Doppler transcrânien, et en fonction de ça, eh bien, on peut déjà traiter avant même d'avoir d'autres examens. S'il y a un pneumo, on exsuffle, par exemple. Et si on a ce genre de choses, hein, avec une diastolique qui a quasiment disparu, bien, on optimise la PPC. On va au scanner. En fonction du scanner, il est très rare qu'on aille au bloc. C'est vraiment très rare. Le plus souvent, on va faire de la réanimation en faisant, selon la situation, ABCDE ou C-ABCDE. Chirurgie en urgence, globalement, c'est moins de 30% de ces enfants. Une grande place pour la réanimation. Et donc, je vais conclure là-dessus pour vous dire que en traumatologie pédiatrique, chez l'enfant traumatisé grave, le trauma crânien est au premier plan. La morbimortalité, elle est liée à deux choses, le trauma crânien ou le choc hémorragique. Il est donc essentiel, dès le début, de prévenir, traiter les axos et de mettre en œuvre, lorsque vous êtes confronté à une hémorragie importante, les principes de damage control qui sont finalement, dans leur principe, identiques à l'adulte. On ne tolérera pas l'hypotension permissive. Et une autre chose dont je n'ai pas le temps de parler, c'est la mise en œuvre d'une chaîne de survie et d'un réseau. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Il faut absolument s'insérer dans le cadre d'un réseau. Voilà, je vous remercie de votre attention.